Donc, je passe à l'anglais pour accueillir Stéphanie Drugard, qui est diplômée du MIT, le Media Lab, qui est une grande source d'innovation dans notre domaine, et qui est maintenant à l'Université de Washington, dans l'école d'informatique, et qui va nous parler. Donc, le titre, c'est « Depuis les smart toys jusqu'aux machines enseignantes ». Bonjour, c'est le matin pour moi. Merci de cette présentation, Stanislas, et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis étudiante doctorante à l'Université de Washington et je vais présenter mes recherches. Can you see my slides? Yes, it's working, yes. Oh, wonderful. It used to be working, wait, it's now quite dull. Oh, yes. Oh, one second. Voilà, si vous voyez mes diapos. So now we see your full screen. Yes. Now it should There we go. Absolutely, it works. Thank you. Voilà, cela fonctionne. So I'm going to talk today about what it means. Je vais vous parler de ce que cela signifie de démocratiser la création de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de mon sujet de maîtrise et je continue à travailler dessus dans le cadre de mon doctorat. Si vous avez des questions, des réactions, et que vous ne pouvez pas les poser ici, vous pouvez me les envoyer en ligne. Si je m'intéresse à ce sujet, c'est que les enfants grandissent avec l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup parlé de la génération du numérique. Maintenant, nous parlons de la génération de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, 47 millions de foyers ont un assistant domestique. Et cela pose un grand nombre de nouveaux problèmes. Les enfants n'ont pas besoin de lire pour utiliser Internet. Ils peuvent utiliser l'assistant vocal, poser la question qu'ils veulent, et puis ils obtiendront la réponse qui sera prononcée. Quand j'ai commencé ces recherches en 2016, il y a donc un certain temps, et il y avait eu un petit nombre de tentatives qui étaient assez peu informées, qui montraient à quel point nous étions ignorants sur le développement de l'intelligence artificielle pour les enfants. Il y avait le problème de la vie privée, le problème de l'adaptation aux différents stades de développement de l'enfant qui n'étaient pas traités. Et donc, un de ces systèmes était Aristote. C'était la plus grande entreprise d'intelligence artificielle du monde qui voulait créer un assistant vocal pour enfants. Donc, en 2016-2017, ils ont sorti cet assistant vocal pour enfants. Et il y avait une caméra. Alors, il y a eu une levée de boucliers. Les parents étaient contre. Ils pensaient que c'était un peu inquiétant. Et ils pensaient que ça ne... Il ne fallait pas que leurs enfants aient une caméra qui enregistre tout ce qu'ils disaient. Et il y a 50 000 parents ont signé une pétition contre la diffusion de ce projet. Donc Mattel a été obligé de le retirer du marché. Donc vous imaginez la quantité d'efforts qui a été déployée pour créer ce programme qui finalement a dû être retiré du marché. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils n'avaient pas fait les recherches nécessaires. Et ils n'avaient pas réalisé qu'il n'était peut-être pas idéal de collecter toutes ces données des enfants. 6 mois plus tard, Amazon a lancé Alexa pour enfants, qui est très similaire à Alexa pour adultes. Simplement, il a un boîtier très coloré et c'est lié à un certain nombre de compétences qui sont censées être adaptées aux enfants. Et il n'y a pas eu de levée de bouclier parce que l'intelligence artificielle était déjà plus acceptable, mais ça posait quand même des problèmes.
déjà pour l'adaptation aux âges, au développement, au développement selon l'âge. Et puis, il y a eu une poupée qui s'appelait My Friend Kayla, mon amie Kayla, qui avait une connexion Bluetooth, donc on pouvait parler. Et dès qu'elle est sortie, elle a été piratée. La connexion n'était pas sécurisée. Les pirates pouvaient écouter, parler à la poupée, parler à l'enfant à travers la poupée. Donc, la poupée a été interdite du marché en Allemagne. On peut toujours l'acheter aux États-Unis, mais on voit que, à travers ces deux exemples, et il y en a une multitude d'autres, qui montrent que on n'a peut-être pas tout à fait ce qu'il fallait pour évaluer la sécurité de ces smart toys, de ces jeux intelligents. On voit que très souvent, des nouvelles technologies sont introduites et il y a une course de vitesse, mais on ne passe pas suffisamment de temps à faire les recherches nécessaires sur l'impact qu'ont ces technologies dans le foyer, dans le développement des jeunes, et aussi on ne prête pas assez attention aux problèmes de sécurité. Une société comme Mattel n'a pas forcément les compétences qu'il faut pour créer un environnement sécurisé. Et cela m'a poussé à lancer une recherche sur la façon dont les enfants percevraient ces objets, ceux qui souhaiteraient que ces dispositifs fassent, comment ils se positionnent par rapport à ces jouets intelligents. Et donc, nous avons lancé une étude qui a été publiée en 2017. Il y avait 27 familles, des enfants de tous âges, de 4 ans et demi à 10 ans, qui sont venus dans un laboratoire, qui ont joué avec différents dispositifs interactifs, Alexa, Kélas, la poupée qui parle, des chatbots, etc. Il y a donc des enfants et des parents qui ont interagi avec ces objets, découvrant ce qu'ils pouvaient faire. Et après avoir joué avec ces objets, ils devaient répondre à des questions sur l'intelligence de l'appareil, sur leur fonctionnement, sur est-ce qu'ils étaient sympathiques, s'ils pensaient que les objets étaient intelligents, plus intelligents qu'eux. Et on a constaté que, dans l'ensemble, les répondants ont répondu que les objets étaient sympathiques et utiles. Maintenant, on a posé des questions sur l'intelligence qu'ils attribuaient aux appareils. Les enfants les plus jeunes, de disons 4 ans et demi à 6 ans et demi, n'étaient pas trop sûrs. Ne savaient pas si Alexa était plus intelligent qu'eux. Les enfants de 6 ans et demi et plus ont tous répondu que les appareils étaient plus intelligents qu'eux. J'étais assez intriguée par ce résultat. Pourquoi avions-nous cette différence entre les tranches d'âge? Quand les enfants commencent à aller à l'école, on commence à associer l'intelligence à la capacité à mémoriser l'information. Est-ce que c'est donc le savoir déclaratif, ou est-ce que c'est lié à la manière dont ils définissent le mot intelligence? Leur conception de l'intelligence chez les machines et les humains qui est assez différente. Donc, nous avons fait un certain nombre d'études, nous avons posé ces questions. Elles sont toutes disponibles en ligne. Et nous avons commencé à nous demander comment nous pouvions faire participer la famille pour que les enfants soient capables de démystifier l'intelligence de ces appareils, en particulier dans la mesure où elles existent dans les foyers. Nous pensons qu'une famille ne devrait pas être comme celle que vous voyez à l'écran, avec chacun son écran, avec des règles sur le temps d'écran, tout étant régimenté. Non, une famille connectée devrait ressembler à ça, où il y a les enfants, les grands-parents, tous les membres de la famille apprennent ensemble en agissant de façon plus constructionniste. Donc, sur la base des langages de programmation les plus populaires, qui est Scratch,
j'ai créé une version d'un langage de programmation visuelle pour enfants qui les aide à programmer avec l'intelligence artificielle. C'est un programme gratuit qui est en open source qui s'appelle Cognimate. Et il permet de programmer des robots. Il permet d'entraîner des modèles. Chez Alexa, il y a des tas de plugins et d'extensions. Ici, c'est un exemple de projet construit avec Cognimate. Ces participants, cette jeune fille, elle a 7 ans, elle n'avait jamais fait de programmation. Et voici le premier programme qu'elle a fait. Elle voulait jouer à cache-cache avec ce robot et elle a créé donc ce programme. Donc c'est un ensemble de blocs et elle a passé à peu près une demi-heure. Elle s'est cachée dans la pièce et le programme, dès qu'il voyait une personne, plus d'une personne, il disait « Je te vois ». Et on mesure beaucoup la fluence, la facilité avec laquelle les enfants expriment leurs idées avec le code. Et puis, le niveau d'engagement. Est-ce que c'est amusant pour les enfants? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils peuvent jouer une demi-heure? Et puis aussi, en termes d'intelligence critique de la technologie. Les participants avaient donc une occasion de comprendre quand le robot détecte une personne, quand il ne détecte pas une personne, pourquoi, quelles sont les limites de la vision de l'ordinateur. Et puis, pour ce qui est des extensions qu'on a créées pour Cognimate, ça c'est un exemple français que je voulais mettre en avant. Nous avons collaboré avec INRIA, Flowersbooks. Ils ont développé cette plateforme robotique en open source qui s'appelle Poppy. C'est un robot qui peut être entraîné par démonstration, qui consiste en fait à ce que les enfants enseignent au robot à peindre ou à dessiner avec notre plateforme. Dans ce cas, l'enfant donc fait un geste, montre au robot, voilà comment on fait pour dessiner. Le robot va essayer, parfois il se trompe. Et l'enfant peut aussi écrire un code pour enseigner au robot à dire différents QR codes, aussi bouger comme le ferait un chien, effectuer des gestes. Ici, nous voyons un exemple d'intelligence incarnée, peut-être. Et ça permet d'enseigner aux enfants, voilà, quand le robot agit d'une certaine façon ou exprime telle ou telle émotion, c'est le résultat de notre action, parce que nous le programmons. Là, c'est quand on joue à papier, caillou, ciseaux avec le robot, on voit le geste qu'il fait quand il a gagné. Et ça permet... donc, il y a un capteur qui peut détecter les gestes qui sont faits dans l'air. Alors, on peut faire toutes sortes d'actions amusantes. Et cet espace permet aussi, du fait que, comme on sait ce que voit le robot lui-même peut devenir comme un père qui aide les enfants à programmer. Le robot permet c'est vrai que c'est comme quand nous agissons, nous pensons avec les matériaux. Quand nous avons des outils, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas ressembler davantage au robot, au Lego? Et dans ce cas, nous allons regarder un exemple. There you go. You did it. No, I need you to help me ask a question. For that, we'll need the ask block. See if you can find it.
awesome. So in this case, the Alors robot dans ce cas, itself le robot provides lui-même the children with feedback on envoie du learn feedback different games, or aux enfants if they sur get la stuck façon and de they don't know how to réaliser tel ou tel jeu. Quand l'enfant est bloqué, il ne sait pas s'il a besoin d'aide, you know, if the child doesn't have a robot, a ou character on the si screen, or l'enfant the n'a program on pas the de screen robot, provide the same feedback as c'est well. un Does caractère, it ça peut mean être un it doesn't want caractère, un personnage à l'écran, il n'y a pas besoin du robot. Donc, ce allows personnage peut lui some donner different extensions, du like I feedback. mentioned Donc, il y a before. différentes extensions possibles. Any, Sur la base de cette micro plateforme, on smart peut lights, and also utiliser use different cognitive Smart skills, Light, on peut for sentiment utiliser analysis of text, l'analyse de object sentiments dans le recognition, texte, la images, reconnaissance d'objets dans it les has images. a very similar interface to Scratch, Il y a une with interface qui ressemble beaucoup à celle de blocks, Scratch, avec une bibliothèque de blocs. Les- la zone de codage est au milieu, et puis le résultat apparaît à droite. Il y a aussi un menu riche avec différents personnages qui incarnent différentes capacités cognitives, de façon à créer des métaphores plus faciles à comprendre pour les enfants. Nous avons aussi une page d'entraînement dans laquelle les enfants et les parents, les professeurs, peuvent faire des classificateurs en utilisant leurs propres exemples. Ça fonctionne en différentes langues, notamment en français. Ils peuvent créer leur classificateur à partir d'images. Ils peuvent enseigner la reconnaissance des animaux à l'ordinateur, ou les différents gestes, par exemple caillou, papier, ciseaux. Donc il y a des exemples comme celui-ci. Il y a un programme qui s'appelle Curiosity Machine pour les familles du monde entier. Et nous évaluons cette plateforme. Nous l'avons fait dans une étude longitudinale parce que nous voulions savoir si les fonctions que nous avons créées atteignent vraiment l'objectif notre objectif, qui est de permettre aux enfants d'avoir une compréhension plus critique de l'intelligence artificielle. Donc nous avons cette étude sur 60 participants dans différentes villes. Sur 6 semaines, les enfants ont interagi avec 3 agents différents, Jibo, Alexa, etc. Et nous leur avons demandé poser des questions sur la perception. Il était très important pour nous de faire cette étude longitudinale parce que l'effet de nouveauté finalement s'estompe. Et puis nous avons aussi impliqué une population très diversifiée. Nous avons fait ces études dans les écoles privées, les écoles publiques. Il y avait en fait une école publique qui était bilingue, en anglais et en espagnol. Il y avait une école, une espèce de patronage pour enfants défavorisés, et puis dans un centre un peu dans un atelier scientifique pour des populations plus favorisées. Et donc nous avons étudié les faits chez des enfants de différents milieux, avec différents niveaux d'expérience. Tous les participants ont fait 3 activités différentes. Donc, il y avait une activité d'entraînement textuel, où il fallait donner un exemple de phrase drôle, de phrase sérieuse, et puis d'écrire un programme qui permettrait à l'ordinateur de déterminer si la phrase était drôle ou sérieuse. Il y avait aussi une activité d'entraînement de reconnaissance d'images, dont ils ont construit leurs propres exemples. Et puis, ils ont créé ce jeu de caillou, papier, ciseaux. Ils l'ont testé avec la webcam. Il y avait une activité de domotique où ils devaient entraîner le modèle pour qu'il soit capable de reconnaître différents types de
commande, allume la lumière, éteins la lumière. Et puis, ils devaient tester pour voir si leur jeu était capable de reconnaître différentes situations de départ. Et puis, après cette activité, nous avons de nouveau posé les questions sur la perception pour voir, donc c'était 6 semaines, au bout de 6 semaines, pour savoir si Jimbo ou Alexa ou Cosmo étaient intelligents, s'ils leur faisaient confiance, s'ils s'en rappelleraient, etc. Et on a constaté qu'il y avait une différence assez importante en termes d'attribution d'intelligence entre le premier test et le dernier test. Quand les enfants ont été capables non seulement de traîner et d'entraîner leur propre modèle, mais aussi de créer des modèles, des programmes, et de les voir en action. Nous avons ensuite tout transcodé, nous avons analysé, et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de différences dans la perception entre le début et la fin. Au départ, les participants avaient différentes façons de former des hypothèses. Pourquoi ce personnage fait telle ou telle chose? Pourquoi Alexa fait ceci ou cela? Et parfois, ces hypothèses s'appuyaient sur leur expérience passée et parfois, ils extrapolaient par rapport à leur propre comportement qu'ils projetaient sur celui de l'agent. Et puis, ils devaient définir l'agent, le degré d'autonomie de l'appareil. Et ils pouvaient définir différentes façons de tester leurs hypothèses. Par exemple, pour voir si l'agent était autonome ou non. Par exemple, il leur demandait « Qui t'a programmé? Comment sais-tu cela ?» etc. Et puis, après avoir testé leur propre première hypothèse, ils pouvaient affiner leurs hypothèses, former des hypothèses plus approfondies. Et on voyait qu'il y avait plus de jugement sur l'intelligence sociale de leur agent. Et puis, ils trouvaient de nouvelles hypothèses qui faisaient référence à leur programmation, à l'entraînement d'intelligence artificielle qu'il avait appliqué. Alors, par exemple, il y avait un participant qui a 7 ans, à qui on a demandé si Alexa avait des sentiments, ou si Cosmo avait des sentiments. Alors, il disait... Ça suffit. On dirait qu'il a des sentiments, mais c'est pas sûr. On peut le rendre joyeux, heureux, surpris. Donc, vous voyez que même un enfant de 7 ans comprenait que les sentiments exprimés par l'appareil étaient le résultat de l'entraînement. Un participant de 8 ans parlait de la programmation. Parlant de Cosmo, il a dit « mais c'est un robot, donc il y a beaucoup de choses qui vont être programmées, il n'a pas besoin de s'en rappeler. Les humains doivent faire un effort pour se rappeler, mais pas les robots. » Et là, on voit donc que les enfants commencent à démêler l'aspect anthropomorphique, ce qu'ils projettent eux-mêmes sur les appareils, et ce qui est vraiment le fait des robots. Un participant de 7 ans et demi, parlant de l'entraînement d'intelligence artificielle, disait si on met plus de mots drôles ou plus de mots ennuyeux, là, le participant commence à apprendre l'importance des données, ou la prévalence des données. Si le programme avait reçu plus d'exemples de mots drôles, le programme serait capable de détecter plus facilement des textes drôles. Donc, qu'il était important d'avoir suffisamment de données pour chaque catégorie de mots pour que le programme... vous en êtes à 25 minutes, Stéphanie. Bien, je vais conclure, merci. Donc, pour résumer, nous avons constaté que les enfants appliquaient une méthode scientifique
quand ils avaient pu faire de la programmation et de l'entraînement d'intelligence artificielle. Ils étaient capables de formuler des hypothèses, de les tester et de d'affiner leurs hypothèses. Les échantillons que nous leur avons donnés sont assez accessibles et il leur permet de développer une compréhension critique plus développée des technologies. Donc c'est un programme qui a été déployé aux États-Unis, mais aussi au Danemark, en Suède, etc., en Berlin. Il existe aussi des différences culturelles dans les différents pays du monde. Et je dirais qu'il est très important, je dirais cela pour conclure, d'avoir une communauté mondiale qui s'intéresse, qui participe non seulement au développement des technologies, mais aussi au développement de l'éducation à la technologie, et que l'enfant doit être non seulement subir, mais aussi créer, être créateur dans l'intelligence artificielle. Je crois que le temps qui m'est imparti est terminé. Je vais donc laisser simplement l'adresse de notre site web si vous voulez en savoir plus sur des recherches. Il y a énormément de choses dont je n'ai pas pu parler, mais tout est sur notre site web. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre présentation. C'est extraordinaire tout ce qu'on trouve maintenant pour les enfants et comme vous arrivez à simplifier tous ces enjeux. C'est extrêmement enthousiasmant. Je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence derrière tout ce travail. Donc voilà, cette présentation est terminée. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment. J'ai moi-même une question. Nous, au sein du CESEN, nous discutons de la difficulté d'apprendre la découverte. L'apprentissage explicite structuré est probablement le meilleur moyen de faire passer des concepts. Vous travaillez beaucoup sur l'aspect découverte, mais est-ce qu'il y a un curriculum, un programme explicite derrière tout cela? Merci de cette question. Oui, ça c'est un débat entre le constructionnisme et jusqu'à la découverte. J'ai moi-même écrit un document très long sur cette différence. Du point de vue épistémologique, je crois que nous avons besoin des deux approches. Nous avons besoin d'outils et d'environnements d'exploration où les enfants apprennent en faisant, en agissant, mais je pense aussi que cela doit être étayé. Dès lors que la curiosité existe, qu'ils sont intéressés, il faut aussi leur fournir des explications et des programmes de qualité. Donc je pense que les deux sont nécessaires. Les activités que j'ai présentées, il y a des imprimés, nous étayons les activités, mais il y a aussi une grande partie des ateliers qui permettaient aux enfants d'explorer, de faire ce qu'ils avaient envie. Et je crois qu'il est très important. La raison pour du succès de Scratch est l'immense communauté de codage, c'est parce que ça a été lancé hors de l'école et parce que ça donnait beaucoup de liberté, d'autonomie d'action à l'enfant. J'emploie le mot enfant et non étudiant ou élève. À dessein, je crois que quand on emploie le terme participant, enfant, créateur, plutôt que élève, je crois que ça c'est très important. Il ne faut pas créer une distinction, une différence entre, d'une part, l'étudiant qui est le détenteur du savoir et puis l'étudiant ou l'élève qui le reçoit, le subit. Nous sommes tous en train d'apprendre cette technologie qui change si vite. Il y aura toujours des professeurs et des enseignants. Ma mère est enseignante, moi j'ai été enseignante moi-même très longtemps.
Je travaille avec des enfants depuis plus de 10 ans, donc les professeurs ont un avenir, mais je pense que le rôle de l'enseignant change. Il est davantage un curateur, un facilitateur, un modérateur. Je crois que ça demande la création d'une communauté intellectuelle. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour créer des programmes de qualité. Ces programmes sont développés en partenariat. Il faut apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec les enfants. Même la langue que nous apprenons. Les enfants apprennent le mot sentiment, si je dis sentiment. Ils comprennent peut-être plus facilement un mot comme émotion. Le mot employé est plus important. Il faut que nous leur fournissions suffisamment d'outils pour comprendre comment fonctionnent les outils sans les submerger. Autant de choses que je ne savais pas au départ. Alors si on m'avait dit, bon, on va faire un programme de curriculum, de créativité, je vais le tester, ça aurait été difficile. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que nous allons tous trouver beaucoup d'informations sur le site de Cognimate. Merci beaucoup une dernière fois.